Aujourd'hui, le jour où je sors cette vidéo, on a la Russie, Moscou, la capitale russe, qui est littéralement en feu, avec ce qu'on peut voir comme la plus grande attaque menée par l'Ukraine sur le sol russe depuis le début de la guerre. On parle de centaines de drones qui ont agi au plein jour, en altitude basse, qui ont survolé une capitale et qui ont été frappés leur cible avec des dizaines d'explosions. Le pire dans tout ça, c'est que cette raffinerie qui a été touchée, et puis beaucoup d'autres bâtiments aux alentours, elle avait déjà été ciblée et touchée il y a moins de 48 heures par l'Ukraine elle-même. La grande majorité des vidéos que je vais vous montrer, il y a des tonnes, il y a une quantité astronomique de vidéos, puisqu'on parle d'une capitale, on parle d'un endroit où il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont équipées de téléphones, de caméras, qui filment ce qui se passe dans tous les angles possibles. Et là donc, majoritairement, on va voir des images de Domodedovo, qui est en périphérie de Moscou, mais qui fait quand même partie du territoire de la ville. Et surtout, qui est donc à 15 km du Kremlin russe. Le truc le plus hallucinant, ça va paraître bizarre sortant de ma bouche, mais on a donc des séquences, on a des vidéos de citoyens qui sont en ville, qui sont sur la route, dans leur bagnole, et puis on peut y voir des drones qui sont extrêmement proches, qui vont aller frapper leur cible. On peut y voir aussi l'armée russe qui est sur place, qui va utiliser leurs outils pour essayer d'arrêter ces drones. Ils tirent à côté d'eux, on dirait vraiment des séquences de jeux vidéo, c'est triste quoi, mais c'est réel. Alors, on parle de la Russie, qui est d'ailleurs aussi réputée pour son système aérien de défense anti-aérienne. Donc évidemment que le pays a réussi à intercepter une grande quantité de drones. Mais là, on parle en fait de centaines, il semblerait, de drones qui ont directement été envoyés. Et donc évidemment, on a aussi des dizaines de vidéos de drones ukrainiens qui, ne sont même pas effleurés en fait par ces défenses russes et qui arrivent à toucher en fait leur cible. On a aussi des vidéos où on a comme ça des filles russes qui vont pointer du doigt en disant il y a des drones géants qui survolent Moscou, et c'est normal qu'elles parlent de drones géants parce qu'en vérité c'est les Luti, les drones ukrainiens, qui sont extrêmement big, ils sont gros, d'accord. Ce sont pas des Mavic DJI qu'on utilise quand on part en vacances, d'accord. Là on parle d'armes de guerre, d'accord, qui sont uniquement construites et développées pour pouvoir aller très loin, pour pouvoir transporter un maximum de charges explosives et faire un maximum de dégâts. Alors Zelensky a pris la parole, et puis il va dire, je cite, « Cette nuit, nos sanctions à longue portée ont une fois de plus touché la région de Moscou pour la deuxième fois en une semaine. La raffinerie de pétrole de Moscou a été ciblée et donc touchée. C'est une réponse pleinement justifiée aux attaques russes. » Alors comme je l'ai dit, pile à cet endroit, il y a déjà 48 heures, c'est une zone qui a déjà été attaquée et touchée par l'Ukraine. Et il semblerait donc ce qui soit déroulé, puisque l'attaque d'il y a 48 heures était très petite, ça a surtout été utilisé pour plutôt essayer de comprendre la topographie, où étaient les défenses, quel était le meilleur moyen et la meilleure route à utiliser pour pouvoir aller toucher leur cible. Et donc ils ont lancé leur énorme attaque aujourd'hui pour aller faire un maximum de dégâts, et il semblerait que ça ait fonctionné. On a plusieurs chiffres d'ailleurs de la portée et la grandeur en fait de cette attaque. On a le gouvernement russe qui va parler de 990 drones, quasiment 1000 drones qui ont été utilisés seulement dans cette attaque la nuit sur, par contre, tout le territoire russe, pas uniquement à cet endroit-là. On a d'autres sources du côté ukrainien ou d'autres pays qui vont estimer plutôt aux alentours de 400 à 500 drones qui ont été lancés au même moment. Je sais pas si on se rend compte quand même, mais même si on n'est que sur un chiffre de 500 drones, ça reste énormissime. On parle en fait d'un essaim de drones, mais à chaque fois que ça touche quelque chose, ça fait boum avec beaucoup de lumière. Et donc l'idée qui est un petit peu colportée comme ça et qui est relayée par beaucoup de personnes et des professionnels de la zone, parce que je rappelle que c'est un conflit que j'ai encore jamais couvert, je crois, sur la chaîne. C'est pas que je m'y intéresse peu, c'est que c'est tellement compliqué et ça a l'air tellement rempli en vérité de propagande et de mensonges à droite comme à gauche que j'ai surtout peur en fait de dire des bêtises. Mais il y a beaucoup d'informations qui circulent comme quoi potentiellement en fait le territoire russe est beaucoup trop grand pour être protégé par la Russie. Il y a trop de choses à protéger, et donc c'est beaucoup plus facile par exemple actuellement là pour l'Ukraine d'aller frapper un coup à cet endroit, un coup à un autre, parce qu'ils peuvent pas être sur tous les fronts et se protéger de partout contre les drones ukrainiens. Il y a aussi autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Ukraine maintenant a trouvé des moyens qui sont encore plus ou moins secrets,
d'une certaine manière secret en tout cas, mais l'Ukraine a trouvé un moyen maintenant depuis un bon moment de se protéger, notamment des drones Shahed. Donc le modèle de drone Shahed iranien qui a ensuite été adapté en Russie, eh bien l'Ukraine arrive à 80-90% du temps de s'en protéger en fait, alors que la Russie en face, elle prend énormément de ces attaques des drones ukrainiens. Il y a aussi une autre question que ça soulève, c'est que si l'Ukraine, elle arrive comme ça à voler avec une énorme quantité de drones, d'accord, à basse altitude, au-dessus de Moscou, mais quels sont les autres endroits en Russie qui sont pas assez bien protégés, puisque ça devrait être l'un des endroits les plus protégés en réalité. Et donc ça laisse présager que peut-être dans le futur, il va se passer des trucs encore plus ouf à voir en fait sur le territoire russe. Il y a le New York Times qui a pu interviewer des personnes qui sont sur place, et d'après leur discussion, il y a comme en fait une réalisation assez nouvelle du citoyen russe sur place en fait. Jusqu'à maintenant, et même encore avec ce qui est passé aujourd'hui, les Russes, dans les alentours, ils comprenaient pas pourquoi ça leur arrivait en fait. Ils arrivaient presque pas à faire le lien entre l'opération spéciale, qui est en réalité une guerre, on le sait très bien, qui dure depuis un moment, et le fait que maintenant la Russie est à Moscou, elle se fasse frapper comme ça. En fait, ils vont carrément dire aux reporters, comment c'est possible surtout, comment c'est possible que nous on se fasse toucher chez nous quoi. Et ça se rallie un petit peu avec la propagande russe qui est présente à la télévision depuis le début de cette guerre Russie-Ukraine, où depuis le début on a le gouvernement russe qui va indiquer victoire sur victoire sur victoire et qui va jamais appuyer ou montrer des grosses défaites. Et donc le peuple russe qui est persuadé depuis le début, s'il s'intéresse pas trop, qu'il se renseigne pas trop sur internet, sachant que je vous rappelle que les réseaux sociaux sont coupés en Russie depuis maintenant très longtemps, et il y a beaucoup de coupures, il y a beaucoup de censure aussi, les Russes qui sont pas au courant qu'en fait les deux côtés prennent cher depuis maintenant un sacré moment, évidemment qu'ils sont surpris de voir que maintenant ça pète chez eux. Là on parle aussi de 8 sur 10 des plus grosses raffineries de Russie qui sont touchées, parce que c'est pas qu'aujourd'hui en fait que ça frappe la Russie. Et donc pour la première fois depuis extrêmement longtemps, en vérité, j'ai même pas de date à vous sortir, on a la Russie qui est sur le point d'importer du carburant, du pétrole. On parle du pays qui en produit et qui en exporte quasiment le plus au monde. Et je vais pas vous dire que la Russie elle est sur le point d'être en pénurie de carburant et que maintenant il y a plus personne qui pourra rouler. On parle de la Russie, d'accord, c'est un pays qui produit énormément, c'est un pays qui a beaucoup de ressources dans ce milieu-là, mais justement quand on parle de ce pays-là, quand on commence à voir 1, 2, 3, 4 stations-service qui n'ont plus d'essence, qui sont en pénurie, et ça commence à soulever des questions aussi. Surtout quand on apprend que la Russie est apparemment aussi ce mois-ci ou le mois prochain sur le point d'importer du carburant, il y a quand même quelque chose qui se déroule qui est plutôt flippant de leur côté. Et en vérité, la dynamique de la guerre, elle est énormément altérée ces derniers temps par ces attaques ukrainiennes sur directement les centres de ravitaillement russes. Et j'essaie de vous expliquer pourquoi, d'accord ? On peut pas réellement quantifier à quel point ça joue et à quel point l'impact est gros ou non sur la guerre. Mais combien de camions de ravitaillement sont touchés par l'Ukraine ? Et on parle de véhicules qui vont directement aller ravitailler la frontline en fait, la première ligne de front russe. Et donc c'est 5, c'est 10, c'est 15, c'est 20, c'est 25 camions par jour. Mais en s'ajoutant comme ça petit à petit, on se retrouve avec une ligne de front russe qui a de moins en moins les capacités peut-être de mener certains assauts, de garder des positions. Peut-être que ce manque de carburant là, il va s'impacter sur un largage de soldats. Au lieu d'être largué à 25 km, peut-être que cet escadron là il va être largué qu'à 35 km directement à la ligne de front. Donc plus de déplacements, plus de zones où ils vont être à découvert et ils seront mis en danger. Donc en vérité, l'Ukraine elle est petit à petit en train de ronger comme ça la solidité que la Russie avait réussi à imposer depuis le début, puisque la Russie pendant un bon moment quand même elle gagnait la guerre, je tiens à préciser. On sait très bien que l'Ukraine sans l'aide de l'Europe, sans l'aide de tout le monde en vérité, ça aurait probablement été plié depuis très longtemps, mais c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. On se retrouve avec la Russie qui est contre l'Ukraine, qui est backée par des dizaines de pays, des milliards d'euros, et donc là la Russie en vérité elle se bat pas uniquement contre une économie mais contre plusieurs économies. Et le fait que cette guerre elle continue depuis si longtemps, il est évident que de plus en plus on se pose la question, mais est-ce que la Russie elle peut gagner en fait? Je tiens à préciser quand même, à rappeler, d'accord, que de 1 j'ai aucun camp, je suis contre la guerre et je suis contre tout ce qui peut se dérouler et qui peut en découler, donc j'ai pas de camp, d'accord, mais je tiens aussi à dire que on sait très bien que la Russie peut plier cette histoire en 45 secondes, on sait de quelle manière, mais évidemment que ça n'arrivera jamais parce que ce n'est pas ce genre de guerre, d'accord, c'est la Russie qui veut récupérer un territoire qu'elle estime le sien, et on a en face l'Ukraine qui dit non, c'est pas le tien. Mais le but de la Russie, c'est pas de commencer à créer des champignons lumineux dans le ciel un peu partout au-dessus de l'Ukraine. Déjà parce que ils pourront plus rien en faire de ces territoires, mais aussi parce que ça créerait probablement d'autres champignons lumineux au-dessus du ciel russe et de toute la planète à la fin, et c'est la fin, et on pourra même pas jouer à GTA 6 avant qu'il sorte. Même si je tiens à préciser que j'en ai presque rien à cirer en vérité de GTA 6, moi j'attends le prochain Elder Scroll. Mais bref, la situation est en train de créer un dilemme sur le gouvernement russe qui est presque perdant-perdant de chaque côté. Si il commence à y avoir des problèmes de carburant, s'il commence à y avoir des problèmes de ressources, la Russie elle va les attribuer à qui? Aux citoyens, pour qu'ils continuent à rester en rang, qu'ils se soulèvent pas, qu'ils
pas de, je sais pas, on pourrait presque parler de mutinerie, ou bien est-ce que ces ressources, elle va plutôt les rediriger, eh bien, vers les soldats qui sont sur la frontline, les soldats qui essaient de gagner une guerre. Dans les deux côtés, en vérité, la Russie, elle est perdante. Et l'Ukraine, en fait, elle a forcé ce dilemme à la Russie, et c'est plutôt intelligent, parce que c'est la pire chose qui peut arriver à un pays comme ça, et à une économie, de devoir choisir entre les gens qui sont sur place, ou les gens qui essaient de gagner ta guerre. Et pour finir, cette attaque-là, l'impact, il est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait croire. Parce que, oui, l'Ukraine, depuis maintenant très longtemps, elle se fait bombarder, elle prend des missiles jour après jour. Mais en fait, on le sait, les gens sur place attendent les missiles. Tout le monde est au courant que tous les jours, l'Ukraine, il y a des trucs qui pètent chez elle. On le sait tous. Mais la Russie, qui s'attendait à ce qu'il y ait des trucs qui pètent à Moscou, tous les jours, en Russie, sur des territoires, dans le nord, dans le sud. Et ça a plus de valeur en vérité. Ça a plus de valeur mentale parce que les gens sont tout simplement choqués de ce qu'ils sont en train de voir. Bon, je vous rappelle qu'on est presque 1 million sur la chaîne, sans déconner. Il nous manque genre 1500 abonnés pour qu'on soit 1 million. On se retrouve probablement demain ou après-demain. Je dis souvent ça, d'accord. Mais je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine et demie. On se retrouve demain ou après-demain pour une autre vidéo. C'était Théo.